Monsieur le Khair, Azul, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être fidèle à notre nouveau rendez-vous les samedis toutes les 2 semaines à 19h30. On est content de vous retrouver ce soir. Écoutez, Amine El Hadi, nous sommes ravis d'être ce soir avec vous, donc entre nous, pour répondre aux questions que vous avez posées, parce que je crois que d'abord, avant de communiquer avec les autres, il faut communiquer entre nous. Vos questions permettent à nous d'avoir d'autres visions sur les sujets que nous partageons et bien évidemment d'essayer d'élaborer ensemble une réponse collective. Parce que nous croyons à la collectivité, nous croyons que personne ne détient seul les solutions ne peuvent être que communes, participatives et collaboratives. Et vous avez été nombreux à participer à ce dialogue, à nous envoyer vos questions, vous nous envoyer vos opinions. Nous les avons classées en 4 catégories. La première, économique et politique financière. Vu l'actualité riche et les problèmes en Algérie, c'était le gros de la quantité de questions qu'on a reçues, mais également le domaine politique, c'est une deuxième catégorie, des questions en lien avec les institutions, sur les réformes, mais aussi sur la date qui approche et qui inquiète tout le monde, qui est les présidentielles de 2019. Une troisième catégorie, c'était le rôle de l'Algérie dans le monde. On en parle de moins en moins, parce que notre pays se referme de plus en plus. Et une quatrième qui est des questions liées à Eptica, à nous, notre organisation, notre stratégie. On va commencer par les questions liées à l'économie. Malia nous pose la question sur les déclarations du FMI après leur visite à Alger. Elle nous pose la question que pensez-vous de la politique financière actuelle de l'Algérie et de la déclaration de l'FMI par rapport à ce sujet? Parfait. Alors, sur la question du FMI et plus précisément le discours qu'a tenu le FMI sur l'Algérie à travers sa délégation qui est venue à Alger il y a peu, moi je dirais d'abord une chose, au-delà du FMI, je pense qu'on a un devoir de vérité, de dire les choses aux Algériens, de dire que la situation financière et économique est extrêmement difficile, et encore, c'est même malheureusement, ça risque d'être pire. Alors que dit le FMI? Le FMI, il vient et nous dit des choses que nous avons dites déjà. C'est ça qui est intéressant. C'est que nous continuons, nous, Algériens, à ne pas écouter la parole des Algériens et sacraliser la parole des étrangers. Cette situation que décrit le FMI, c'est une situation pour laquelle nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis bien longtemps et qu'aujourd'hui, malheureusement, la détérioration de la situation se poursuit. Alors, qu'est-ce que dit le FMI? Il dit, et je vais faire simple, il dit le recours à la planche à billets va créer des tensions inflationnistes. Qui ne l'a pas dit? Je compte ma calage. Donc ça, nous le savions. Il dit qu'il va falloir ajuster les dépenses budgétaires et baisser donc, bien évidemment, non pas les recettes, parce qu'elles ne dépendent pas de nous, mais bien évidemment les dépenses. Alors ce qui est très intéressant, c'est que de ce point de vue-là, il n'y a pas une véritable politique qui a été mise en place. Troisièmement, il parle des réformes structurelles de l'économie, bien évidemment cette diversification, et en termes d'imposition, trouver d'autres formes d'impôts que la fiscalité pétrolière. Écoutez, ces questions-là, nous les avons dites. Normalement, dans un pays normal, ces décisions que les experts et les autres politiques ont dit, le gouvernement, le pouvoir, aurait dû en tenir compte depuis de nombreuses années. Nous arrivons encore une fois à un moment où l'économie est déstructurée, où ces grands enjeux-là sont posés depuis très longtemps. Pour les plus anciens, souvenez-vous du début des années 90. Le même diagnostic a été posé par le FMI. Nous, en bientôt 30 ans, ce sont les mêmes choses. 1, les réformes structurelles. 2, la question du budget. Et 3, bien évidemment, celle de passer d'une fiscalité pétrolière à une fiscalité ordinaire. Et ça, ce sont des grandes têtes d'affiche, c'est ce qui peut être mis dans un programme en grand. Mais
tout ce qui a été dit là, je suis désolé de le dire, ce sont que la vérité. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si nous ne sommes pas capables d'assainir, au moins d'être sur un chemin d'assainissement des questions budgétaires, donc des finances publiques, si nous ne sommes pas capables de créer de la richesse, et non pas juste de la richesse tirée du pétrole, mais de celle de l'activité des gens. Si nous ne sommes pas encore capables de le faire, mais en tant que système, s'il n'y a pas un pouvoir qui prend les mesures nécessaires, la catastrophe est là. Alors, il y a deux temporalités. Il y a le court terme, l'urgence. Ça, il y a une série de mesures à mettre en place. C'est certaines qui ont été mises en place par ce gouvernement et le précédent, et bien évidemment, c'est tout un autre train de mesures que si on a le temps cette fois-ci, on détaillera, on fera une émission spéciale sur cela. Et à long terme, c'est véritablement des réformes structurelles qu'on aurait dû mener lorsque nous avions de l'argent, dans les années 2005-2014, pour faire vite, ces 10 dernières années, ce qui aurait évité ce qu'on appelle communément la casse sociale. Aujourd'hui, nous allons être dans l'obligation d'aller vers des réformes très compliquées, qui vont demander à tous un effort. Et c'est là où la question du politique revient. Vous ne pouvez demander un effort aux Algériens que s'il est justement réparti. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le taux d'inégalité en Algérie a explosé et qu'on demande toujours aux mêmes de faire des efforts. Et ça pose une autre question, c'est celle de la fiscalité. Parce qu'effectivement, pour passer d'une fiscalité, je dirais, hydrocarbures, en fait, un système rentier, à une fiscalité ordinaire, il faut créer des richesses. Il faut mettre les gens en situation de créer des richesses. Aujourd'hui, tout ce qui est fait interdit la création de richesses saines. Nous continuons à fonctionner comme, je dirais, une économie rentière. Sauf que la rente a tellement diminué que tous ces schémas dont chacun, si je puis dire, a profité directement ou indirectement, ce schéma n'est plus possible. Il va falloir véritablement changer de schéma. Et là encore une question politique. Aujourd'hui, pour demander des efforts aux Algériens, on a dit qu'il faut d'abord, bien évidemment, qu'ils soient justement répartis, mais il y a la question essentielle de la confiance. Aucun, aujourd'hui, gouvernant, à la tête de l'Algérie, n'a la confiance. Nous sommes dans un pays de défiance. Les Algériens, dans ces conditions-là, ne sont pas en situation d'accepter ce discours. C'est pour ça que le changement, mais le changement profond, le changement structurel est nécessaire, parce qu'il va falloir aller en commando, si je puis dire. C'est une nouvelle bataille que nous devons mener, parce que la question économique a des répercussions sur l'ensemble de la sphère, qu'elle soit politique, culturelle, sociale, bien évidemment sociale, on en reparlera. Donc cela ne peut être fait que par une véritable rupture. On en reparlera dans les questions politiques. Pour moi, c'est véritablement l'essentiel. En parlant de finances publiques, de budget, Nadia nous dit l'Algérie n'a plus d'argent. Le même constat que le FMI, Nadia. Et elle nous pose la question, que pensez-vous du budget 2018 ? D'abord, juste je rectifie quelque chose. L'Algérie a encore de l'argent. L'Algérie a encore de l'argent. L'Algérie n'a plus assez d'argent pour faire face à nos besoins, ce qui est différent. Pourquoi je dis ça ? Parce que les gens disent, bon, c'est catastrophique, disons que la situation est très très compliquée. Nous allons, si rien n'est fait, vers une catastrophe. Nous ne sommes pas encore à la catastrophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où là, il y a des marges de redressement des choses, mais toujours par rapport à la question du changement politique. Parce qu'il n'y aura pas de changement économique sans une autre vision, une autre perspective de l'avenir. C'est le triangle vertueux que je vous ai présenté il y a 15 jours entre la confiance du citoyen, des élites capables de mener le changement et un projet. Aujourd'hui, nous manquons de projets. Je parle
parlerai peut-être d'une autre. J'en ai parlé il y a 15 jours, j'en dirai quelques mots, mais c'est très important. Ça, c'était préliminairement. Pour parler du budget, aujourd'hui, le budget en Algérie est un budget déficitaire. Ce déficit est de 9% du PIB. Et la dépense, puisqu'on parlait de la dépense qui est intéressante, elle est autour de 30 milliards. Cette dépense, comment elle est-elle répartie? Je vais vous donner juste un exemple qui pour moi est parlant. J'ai parlé de la dépense de fonctionnement. Ça veut dire voilà, ça veut dire fonctionnement, pour payer les gens, pour, je dirais, les menus travaux, mais pas de l'investissement. Il faut savoir que le seul poste du ministère des anciens Moudjahidines représente cumulativement le poste du ministère des technologies, le poste du ministère de la culture, le poste du ministère des transports, le poste de la formation professionnelle. La formation professionnelle, on en reparlera, c'est un élément essentiel pour préparer l'avenir. Le poste du ministère de l'énergie, et j'en passe. Ça veut dire que 15 postes ministériels, dont certains stratégiques pour l'avenir, représentent aujourd'hui même pas le budget du ministère des anciens Moudjahidines de fonctionnement. C'est-à-dire, je ne parle même pas des pensions qui sont attribuées. C'est comment fonctionne ce ministère-là. Il coûte plus cher que le fonctionnement des ministères, et je rajoute celui de l'eau, de l'énergie, de l'eau, des TIC, de la formation professionnelle, et il y en a d'autres. Comment voulez-vous construire une économie, avoir une vision d'avenir, vous donner des instruments nécessaires pour changer les choses? C'est encore, d'une certaine façon, le tribut qu'on paye à un passé, mais pas le vrai, un passé mzawar, un passé trafiqué. C'est ça. Ça, c'est un exemple que je voulais vous donner et qui est important. Pour revenir sur la question des dépenses budgétaires, je vais vous donner un chiffre. Elles équivaut à 30 milliards, dépenses budgétaires d'équipement, plutôt de fonctionnement. Si on décidait, et ça il va falloir le faire, de baisser de 10% ce poste budgétaire, qui est énorme. Si on pouvait le baisser, on gagnerait 3 milliards de dollars. Ces 3 milliards de dollars, qu'est-ce qu'on peut en faire? Une partie. On le met à la formation continue des cadres de l'État, parce que c'est un État qui est aujourd'hui un État hémiplégique, qui a fait fuir l'intelligence, qui n'a plus les capacités en interne. Donc il va falloir remettre à niveau ces cadres-là. Et c'est important. Et une partie à combler le déficit budgétaire. Donc ces deux options-là sont des options, je dirais, modernes, parce qu'elles permettent de nous reconstruire, parce que l'Algérie sans un État fort, mais pas un État fort à Al-Qazol, qu'on soit bien clair, un État qui soit capable, je dirais, d'être régulateur, arbitre et stratège, si vous voulez assurer ces trois fonctions d'État moderne, il faut qu'il y ait de l'intelligence. Et cette intelligence, nos fonctionnaires sont laissés, à leur sort. Il va falloir véritablement remettre de l'énergie, booster cela avec de l'énergie. L'argent, on peut le trouver ainsi. Mais l'efficacité du système totalement. Pour pouvoir créer des richesses. Tout à fait. La question de l'efficacité du système, elle est primordiale. Notre État, plutôt notre gouvernement ou notre bureaucratie, il faut parler de bureaucratie, est une bureaucratie qui est aujourd'hui qui détruit de la richesse. C'est comme une boîte noire. Quand vous mettez dans le système Algérie 2 dollars, vous en sortez 1. Il y a un système qui détruit la richesse. Nous ne produisons pas la richesse. Or, la condition primordiale à toutes les réformes, c'est d'abord, de réduire le train de l'État. C'est important. Deuxièmement, de donner toutes les conditions nécessaires à la création de richesses. Je vous en citerai 2. La question des crédits, des engagements des banques. On sait très bien qu'aujourd'hui, les banques, puisque les banques publiques représentent 80% et même un peu plus de l'engagement vers l'économie.
L'argent ne va pas aux porteurs de projets intéressants, des gens qui sont capables. Il va toujours à ceux qui font partie du système. Cet argent-là, on le donne à des gens qui ne sont pas dans des projets structurants. Bien souvent, en majorité, il faut aller vers une nouvelle classe d'entrepreneurs qui est capable économiquement de créer des richesses et de donner, je dirais, notre vision demain à notre pays. C'est très important. C'est pour ça qu'au cœur de notre système, il faut une véritable réforme financière. C'est un des piliers de notre programme. Mahalia nous pose une deuxième question. Quel est votre avis sur la privatisation aujourd'hui? Alors, la question de la privatisation, moi je vais vous dire très simplement, moi je crois en l'efficacité des choses, je ne crois pas au discours idéologique. Hein, le discours idéologique, on en a mangé depuis 62. Depuis 62, on a rendu toutes les mesures comme des mesures idéologiques. Non, une économie est d'abord faite pour créer des richesses, parce que tout le monde veut la répartition. Exemple, aujourd'hui, 20% du budget de l'État va vers les subventions. C'est énorme, plus de 12 milliards de dollars chaque année. Ok, parfait. Si on veut continuer à avoir un haut niveau de subvention, il faut une chose, il faut créer des richesses. Si vous ne créez pas des richesses, vous allez redistribuer quoi? C'est mathématique. C'est totalement. Or, aujourd'hui, on le sait tous, que les recettes venant des hydrocarbures sont en baisse constante. Elles sont d'abord en baisse à cause du prix du pétrole, qui ne va pas remonter, il ne faut pas lire ce qu'on vous raconte, parce que la structure du marché du gaz, parce que nous sommes d'abord un exportateur de gaz, de GNL, aujourd'hui ce marché-là est saturé de nouveaux acteurs tels que les États-Unis, l'Azerbaïdjan, l'Australie, demain le Mozambique, rend ce marché, je dirais, un marché dans lequel l'offre dépasse la demande, donc il n'y a pas un phénomène qui va permettre d'augmenter ses prix. Sur la question du pétrole, on sait très bien qu'à partir d'un seuil qui est autour de 60 $, des producteurs américains de gaz alternatif, le gaz de schiste qu'on connaît tous, sont compétitifs et inondent le marché de gaz et de pétrole de schiste, d'huile de schiste comme on dit. Donc il y a un effet mécanique aujourd'hui. Et ça va durer encore un peu parce que la question de la croissance en Europe et dans le monde ne permet pas de tirer ça de façon positive pour nous. Et deuxièmement, ce qu'on ne dit souvent pas, c'est que nous connaissons une baisse historique de notre production. Et troisièmement, une augmentation de plus de 13% de la consommation interne de gaz. Ça veut dire que dans quelques années, ce que nous produirons comme gaz et comme pétrole seront à peine suffisants pour la consommation locale. Sauf qu'encore une fois, toujours la même problématique, c'est celle de l'efficacité. Consommer autant, c'est peut-être bien quand vous avez une économie qui produit. Nous n'en sommes pas là. Donc un des enjeux, c'est de créer une économie vertueuse, c'est avec ces richesses avoir une nouvelle fiscalité, puisqu'on va pouvoir, c'est pas sur Zawalili en tant que Motov, à qui on va augmenter les impôts qui vont changer la chose, c'est sur la véritable création de richesses. Et c'est ça que nous, dans notre programme, nous proposons. Belinda nous pose la question, afin d'éliminer la grande pauvreté en versant aux citoyens de quoi subvenir à leurs besoins vitaux, logement, santé, alimentation, pourriez-vous évoquer le revenu universel? C'est dans l'air du temps de parler de revenu universel. Totalement. Alors c'est très intéressant parce que cette question des concepts importés, on a eu le revenu universel, en politique on nous parle des primaires, on en reparlera. C'est revenu beaucoup dans les questions qu'on nous a posées sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc ce qui est très intéressant, c'est que, vous savez, quand vous voulez transposer un concept, il faut qu'il cadre avec une réalité. Sinon c'est un concept offshore, comme les comptes. Et ça n'a pas de pratique, il n'y a pas de praticabilité. Donc, je reviens sur la question que Belinda a posée. D'abord, universel, non. Croyez-vous qu'il faille donner la même chose au grand patron du FCE et le type Lira Miskin Marash Ikhdem? Là. Parce que la question, il faut bien être clair, le revenu universel, c'est le revenu pour tous,
quelles que soient les conditions économiques dans lesquelles ils sont. Moi, je ne crois pas à ça. Pour des raisons en plus, pour des raisons éthiques. Un, ça continue à être compris comme une rente. Ça veut dire qu'on va continuer à transférer à travers le revenu universel une partie de la rente. On vient de parler de subventions et de rente. Tout à fait, tout à fait. Et là, tu poses, quelque chose qui est très important. Si nous devons effectuer le revenu universel, il faut trouver les ressources. Et ces ressources sont, je dirais, en fait, de trois ordres. Un, le transfert des subventions déjà existantes. Et il faut parler des subventions parce que nous avons un projet quant aux subventions, non pas de les enlever, de les rendre plus efficaces et donc qu'elles atteignent d'abord les gens qui en ont besoin. Un, c'est donc cette question des transferts qu'on réoriente. Deux, c'est la création de monnaie. Ça veut dire, ça il faut rajouter au compte la planche à billets du ministre aujourd'hui. Et trois, je dirais, l'impôt. Alors, l'impôt aujourd'hui, on sait très bien que les impôts, la fiscalité ordinaire ne permet pas aujourd'hui de relever ça. Donc la question pour moi, ce n'est pas la question du revenu universel. Moi, j'y serais favorable si les conditions économiques, sociologiques le permettaient. Et bien évidemment, si nous produisions des richesses. Moi, je crois encore, compte tenu de tout ce contexte-là, il faut continuer avec un système plus élaboré à mettre en place des subventions ciblées. Je vais vous donner un exemple très simple. On sait que les carburants vont augmenter parce qu'on est obligé, d'une certaine façon, de s'aligner sur les prix mondiaux. L'essence à la pompe en Algérie est parmi les moins chères au monde, a été, puisque maintenant ça a augmenté. Il y a un système très simple et qui mixe, nous, ce qui est aussi notre cœur comme instrument, c'est le numérique, c'est de créer des cartes à puce avec des quotas. Vous avez un quota, je vais dire, à 100 litres par mois, vous êtes identifié numériquement, vous avez une carte à puce. Quand vous allez faire le plein, vous avez un prix spécifique à vous. Si vous dépassez votre quota, vous payez le prix, ordinaire de tout le monde. Mais là, vous créez une véritable, une subvention vertueuse parce qu'elle permet d'aligner les prix, mais également de permettre aux plus pauvres, d'en bénéficier. Pourquoi je disais les moins pauvres? Ce lapsus n'est pas fortuit. Je vous donne un exemple. D'après une étude d'un grand économiste international du FMI, 20% des Algériens les plus riches consomment 6 fois plus d'essence que 20% des Algériens les moins chers. Ça veut dire qu'en fait, avec ce système, on est en train de subventionner les 4x4 ou Tarabando et les oligarques. Est-ce le but que l'on cherche? Non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même cette question des subventions continue à alimenter, la fin du travail, 2, et à profiter à ceux qui ont le moins besoin de subventions. On le sait aussi, je vous donne un autre exemple, c'est celui de la farine. On sait très bien qu'une grande partie de la farine qui serait destinée aux boulangers est détournée vers des minoteries. C'est-à-dire que vous payez vos pâtes sur un prix, subventionné de 50%, les pâtes au prix, du marché international. Donc il y a une trappe. Donc 50% se retrouvent dans la poche de ces oligarques. Et comme ça, on gagne beaucoup d'argent et très vite. Donc voilà un peu sur cette question-là. Donc moi, je ne suis pas contre. Je pense que le mouvement n'est pas contre. Mais ce n'est pas la priorité. Aujourd'hui, axons, dans ce domaine-là, notre réflexion, et j'espère demain nos actions, sur comment véritablement rendre ces subventions efficaces, non pas pour moi ou pour toi, mais pour ceux qui souffrent en Algérie. C'est nos citoyens qui sont dans la difficulté. Moi, je ne veux pas, en tant que contribuable, subventionner les gros 4x4 et ces messieurs-là qui vivent dans des châteaux. Je pense que beaucoup de jeunes ont dit de ce genre de situation, c'est des problèmes de riches. C'est-à-dire, créons d'abord de la richesse et qu'on soit tellement à flot qu'on pense au revenu universel, on est loin de l'être là. Et clairement, dans toutes ces questions économiques,
elles sont étroitement liées avec la question politique. Et là, on en vient aux questions. Lounis nous dit « Aucune solution ne marche avec ce même gouvernement » et ça rejoint tout ce qu'on a pu dire. Il faut une rupture économique et du coup aussi politique. Tout à fait. Et Sid Ali nous dit « Le changement, est-ce qu'il se fait avec le vote ou par d'autres moyens ?» Excellente question. Je vais reprendre à la première question qui était celle de Lounis. Aucune solution ne marche avec ce même gouvernement. Voilà, c'est très intéressant. Très intéressant parce que le verrou est un verrou politique. Les décisions qui sont prises sont des décisions politiques qui sont aujourd'hui aussi impactées par les tenants du grand capital en Algérie. Les oligarques, si vous préférez. Ça veut dire que même eux, aujourd'hui, sont arrivés à faire que la politique économique de notre pays soit dirigée en priorité vers leurs intérêts. Donner un exemple qui est très clair. On a assisté, il y a peu, à la décision de mettre en place un nombre de concessionnaires. On est passé de 5 à 10, je pense. Et on a changé. Alors, on n'explique pas pourquoi on change, mais on sait très bien qu'on change pour des intérêts personnels. Voilà. Il y a question des licences d'importation. Elles ont été mises en place, elles ont été enlevées. 1, ça démontre qu'il y a des pressions. 2, ça démontre qu'en fait, c'est une façon de faire qui aujourd'hui est totalement, qui n'est pas pensée, qui ne s'inscrit pas dans une perspective économique. C'est quasiment irrationnel. Comment on peut en un an se dédire des solutions qu'on a mises en place? Ça veut dire, c'est un aveu de faiblesse, ça veut dire que ces solutions n'ont pas été réfléchies et qu'elles posent des problèmes à des intérêts qui aujourd'hui pèsent sur la décision politique. Un exemple simple, encore une fois, c'est la question de savoir qui définit la politique économique de notre pays et pour qui la faisons. Moi je pense, je crois, nous croyons au mouvement Iptikar à la notion d'intérêt général. L'État aujourd'hui n'est plus le garant, ni le symbole, ni le défenseur de l'intérêt général. C'est pour ça que la réappropriation de l'État, la reconquête de l'État, une reconquête démocratique de l'État doit se faire et pacifique. Ce qui me permet la transition vers la question des élections. Alors, la question des élections, moi j'ai une position très claire. Iptikar n'est pas un mouvement politique, plutôt n'est pas un parti politique. Iptikar est un mouvement politique, parce que qu'est-ce qu'un parti? Un parti, c'est d'abord aller à la conquête du pouvoir à travers des élections, c'est-à-dire dans un contexte démocratique. Aujourd'hui, aller aux élections, c'est participer à une mascarade et être, je dirais, l'otage, on l'a vu il y a peu avec les différentes élections, des législatives ou municipales, l'otage de la matrice et du pouvoir. Nous voulons garder notre liberté. Moi, je pense que le changement, et que j'appelle, que nous appelons, vous, moi et tous les membres, ce changement-là ne pourra se faire que s'il y a véritablement une convergence de l'opposition. Et la question de la convergence de l'opposition, elle ne s'arrête pas dans la politique que l'on connaît, à savoir de quelques partis, mais toutes les forces, qu'elles soient des forces sociales, des forces économiques saines, les forces culturelles, les associations, c'est ça qui fonde une véritable opposition. Ce n'est pas 4 partis qui aujourd'hui, malheureusement, je suis le premier à le déplorer, n'ont pas l'audience nécessaire. Ce n'est pas de leur faute, je sais en partie en tout cas, mais les conditions d'exercice des partis est très compliquées, donc je ne leur jetterai pas la pierre. Aujourd'hui, un des enjeux, c'est de constituer cette opposition qui va au-delà de l'opposition partisane. C'est important. Donc, pour finir sur la question des élections, moi je crois plus, malheureusement, à l'accélération des problèmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le pouvoir n'est plus en mesure, il faut se le dire, de faire face, quel que soit leur discours. Surtout, il ne faut pas tomber sur les discours, je dirais, comment dirais-je, les discours idéologiques. Je m'explique.
C'est d'abord l'instrumentalisation du fait que si ce n'est pas eux, c'est le chaos, l'instrumentalisation de la question que nous sommes menacés par tout le monde. Tout ça, faites très attention. Aujourd'hui, le changement est important. Il doit être mené pacifiquement. Ça, je le dis et je le redis, mais il ne peut se faire que si d'abord chacun de nous enlève, met de côté son ego, c'est très important. Changer de trottoir, n'allez pas là-bas. Aujourd'hui, ce n'est que la capacité de travailler ensemble, tous, dans le champ politique et dans le champ de la société civile. C'est seulement là où on aura les capacités d'agir sur ce rapport de force et donc d'imposer des choses parce qu'à côté, il y a une crise multidimensionnelle qui accentue la pression. Hossein nous dit, à juste titre, quelle marge de manœuvre reste-t-il au peuple pour venir à bout de ce régime tueur d'espoir lorsque les acteurs politiques structurés dans les partis d'opposition sont disqualifiés, les organisations syndicales autonomes sont agissantes mais éparpillées, les médias dessaisis de leur rôle de quatrième pouvoir dans la démocratie, et enfin un environnement international indifférent ou consentant avec les régimes absolutistes des pays du sud de la planète, dont l'Algérie. Bien sûr. Je pense que là est brossé un tableau clair auquel on ne peut que partager les conclusions, en tout cas en grande partie. J'ai, dans la question préalable, ma réponse préalable, apporté quelques éléments. Aujourd'hui, je pense que si on n'arrive pas au-delà des partis, nous ne faisons plus de la politique traditionnelle. Je l'ai dit, j'ai lancé un appel, Ibtikar a lancé un appel après les élections législatives pour dire ça suffit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, soit nous sommes tous capables, je veux dire, d'avoir ce rassemblement qui est dicté par l'urgence de la situation. Soit nous en sommes capables, soit la question des urnes, malheureusement, ne tranchera pas aujourd'hui cette question-là. Constituons-nous comme une véritable force. Malia nous pose la question, une troisième question. Merci Malia pour votre implication et votre participation. Que pensez-vous de la situation actuelle des institutions de l'État ? Vaste programme. Vaste programme parce que cette question des institutions de l'État, c'est le premier axe de notre programme, le programme Reconquête. Les institutions de l'État. Alors, d'abord, bien évidemment, le Parlement. Le Parlement aujourd'hui, il est hors de question, si les choses changeaient, de le garder. Il faut véritablement le dissoudre cette APN qui ne représente pas les intérêts des citoyens. Et moi, j'insiste sur la question de citoyenneté, parce que la citoyenneté, c'est plus précis que la notion de peuple. Le peuple, c'est devenu un vaste fatras qui ne représente plus rien. Tandis que la citoyenneté, elle interpelle chacun de nous. Elle nous rend, comptables de nos obligations et de nos droits. Ça, je voulais le dire. Donc, l'Assemblée ne représente plus les intérêts des Algériens, des Algériennes, des citoyennes et des citoyens. Donc, sa dissolution est nécessaire. Sinon, nous ne pourrons pas avancer. La question du Sénat aujourd'hui, le Sénat, qu'est-ce qu'un Sénat ? Les Sénats n'existent historiquement que dans les pays où il y a une grande aristocratie qui a cédé le pas à une république. On a une grande aristocratie, non ? Soyons sérieux 2 minutes. On a une aristocratie des privilèges, de la prévarication et de la malhonnêteté. Ça, on a créé cette aristocratie-là. Eh bien, le Sénat, moi je suis partisan, nous sommes partisans de le dissoudre et de le remplacer par une chambre des territoires qui représentera les territoires. N'oublions jamais que l'Algérie est un pays continent. C'est le plus grand pays d'Afrique, rappelons-le, si on n'en a pas conscience. Totalement. Si vous prenez quasiment toute la surface des pays d'Europe occidentale. Voilà. Donc, et même plus. Donc, c'est très important de se dire, il faut que toutes les régions, il faut véritablement lui donner
une consistance non pas juste bureaucratique, mais une consistance à travers les personnes. C'est-à-dire qu'à partir de ça, tout ça rentre de ce qu'on appelle, nous, la régionalisation. Mais une régionalisation vertueuse. Une régionalisation vertueuse qui doit être sur les éléments essentiels et tangibles des choses. Aujourd'hui, comment voulez-vous gérer des questions telles que les heures d'ouverture d'une école? Comment voulez-vous gérer la même chose en été entre Alger et Samenrast ou Adrar? Ce n'est pas possible. Donc, c'est là où cette chambre des territoires, avec une administration locale rénovée, pourra véritablement arriver à ce fameux concept que nous partageons de Tawazun et Djihad. Rebooster, inclure les citoyens à travers la région, à travers l'Assemblée, et véritablement donner les moyens de cette expression. C'est très important. Enfin, la justice. La justice est une institution. La justice aujourd'hui, c'est d'abord l'injustice. Je pense qu'il faut parler d'injustice. Donc là, il va falloir un grand plan. Un plan d'abord de reformation des magistrats, de gestion des carrières qui soit une gestion indépendante de l'administration centrale. 3, revoir l'école de la magistrature. 4, voir comment revoir le mode, je dirais, d'affectation des magistrats. 5, aussi qu'il y ait une certaine cohérence des magistrats lorsqu'ils rendent la justice, que les magistrats ne les rendent pas au nom de leurs convictions, mais au nom de la République. La loi est une et indivisible pour toutes les Algériennes et tous les Algériens. Cette loi doit nous protéger et non pas nous asservir à d'autres intérêts et même aux convictions du magistrat. C'est très important. Enfin, je dirais, entre autres, la question de l'armée est souvent posée. La question de l'armée. Une armée, bien évidemment, pour ma part, elle doit se cantonner à 2 activités. D'abord, la sécurité du territoire, de ses frontières. Et nos Valero Djoundi apportent tous les jours leur contribution à cela. Il faut le dire, parce qu'on parle de l'armée, on parle d'une constellation d'étoiles sur les épaulettes. Mais l'armée sont d'abord les Djoundi, qui eux ont payé de leur vie, qui continuent aujourd'hui à souffrir dans des conditions difficiles. C'est ça pour moi l'armée. C'est ça qui est important. C'est l'armée du peuple. Elle vient des enfants du peuple. C'est ça qui est important. Et cette armée-là, cette armée saine dont je parle, elle doit être donc la garantie du territoire, mais également la garantie de 2 concepts qui sont au cœur de notre programme. La démocratie, une voix, une personne, bien évidemment, et la République. Nous tenons au concept de République. Les lois de la République sont importantes. La démocratie, vous savez, je ne vais pas faire de parallèle, mais Hitler est arrivé au pouvoir démocratiquement. En 1932, les Allemands ont voté pour Hitler. Donc le problème, il y a une légitimité à la dictature hitlérienne? Non. Parce qu'encore une fois, la question de la démocratie, elle est mal comprise. Pour nous, la question de la démocratie, ce n'est pas juste des élections. Pas simplement des élections. Tout à fait. C'est tout un processus vertueux. Mettre un bulletin dans l'urne commande d'abord une culture démocratique, la liberté je dirais, de l'action politique qui est aujourd'hui entravée, et même de l'action syndicale et l'action associative. Là, des élections veulent dire quelque chose. Aujourd'hui, elles sont instrumentalisées, ces élections, pour légitimer un pouvoir, sauf qu'elles ne le légitiment pas. Elles le légalisent, mais aucunement elles le légitimisent, bien au contraire, elles le décrédibilisent. Ahmed nous pose la question, commençons par réformer l'éducation, la justice et la santé. On a parlé de justice, oui, de l'éducation et de la santé. Tout à fait. Pour moi, la première des institutions, c'est l'école. C'est l'école. Parce que l'école, c'est ce qui permet de cultiver la possibilité d'un avenir autre. C'est là que l'on forme l'Algérien. Malheureusement, parfois, on le déforme à l'école.
La question qui se pose pour nous, c'est et je vous l'ai cité parce que c'est au cœur de notre programme, puisque nous nous intéressons à l'avenir et à la jeunesse, hein, et c'est très important, c'est la question, je dirais, des enseignants. Aujourd'hui, malheureusement, et c'est un constat et on ne jette pas la pierre, bien souvent, pendant très longtemps, les enseignants vont enseigner parce qu'ils n'ont pas trouvé de place ailleurs. Il faut revaloriser, je dirais, la qualité d'enseignant. Et il faut véritablement que les gens soient fiers d'être enseignants, qu'ils soient fiers de transmettre quelque chose. Deuxièmement, la question de la pédagogie. Nous sommes en retard de 2 siècles sur la pédagogie. Nous rentrons dans un monde numérique. Et nous sommes encore dans la hafada par cœur. Nous ne permettons pas à nos enfants de s'épanouir, de devenir l'objectif des citoyens, donc le civisme, et bien évidemment des gens qui puissent innover, créer, travailler avec des normes. Ces normes qui doivent véritablement, des normes mondiales, qui doivent structurer notre société, on les apprend dès les bancs de l'école. Ça veut dire également mettre fin à un terme qui est abject pour nos enfants, c'est celui de la déperdition des lycéens et des écoliers. 500 000 jeunes Algériens sortent chaque année du système sans un diplôme. Sur 100 Algériens qui rentrent Sana al-Oula, il y en a seulement 4 qui ont leur baccalauréat. Comment voulez-vous construire une économie compétitive? Comment voulez-vous construire un citoyen conscient de ses enjeux et je dirais conscient de ses droits et ses devoirs si déjà à l'école et au lycée vous ne lui donnez pas ces moyens-là? Et troisièmement, bien évidemment, la refonte des programmes scolaires. Mais tout ça, pour le mener, il faut une crédibilité politique. Il faut véritablement que les gens aient confiance. Il faut véritablement que les gens adhèrent à un projet. Sans projet, il n'y aura pas de possibilité. C'est toujours ce triangle vertueux avec comme pointe le projet. C'est pour nous une chose essentielle. Et bien évidemment, j'ai cité avant la question de la formation professionnelle et de l'université dont je dirai un mot. C'est bien d'être chef d'entreprise. C'est bien d'être patron, mais on ne peut pas tous être patron. Il faut une véritable économie. Prenez l'Allemagne ou le Japon. Elle est forte de ses ingénieurs, bien sûr, mais elle est forte de ses cadres de maîtrise, de ses ouvriers qualifiés, ceux qui sont en capacité de faire cela. C'est quoi ça? C'est aussi les centres de formation. Et là aussi, il y a beaucoup d'argent qui sont mis dedans. Donc on n'est pas dans la question de l'argent. On est dans la question toujours fondamentale de l'efficacité de la dépense publique. En fait, nous sommes dans des problématiques transversales qui touchent différemment tous les secteurs. Et c'est très important. Enfin, l'université. L'université chez nous reste encore très théorique. Il y a des pôles d'excellence. On voit que beaucoup de nos médecins sont accueillis bras ouverts en France. Nos architectes, nos informaticiens, en tout cas une partie. Ceux qui ont pu réussir malgré le système, ceux-là sont accueillis. Mais c'est une ressource d'intelligence qu'on doit garder. Et cette université aujourd'hui, elle est à revoir de fond en comble. Aujourd'hui, le nombre de publications des universitaires est un nombre très bas. En Tunisie et au Maroc, ils publient 2 fois plus que nous. Où sont nos universitaires dans la recherche? Ce n'est pas leur faute. Ils ont un statut déprécié. On les paye, je dirais, d'une façon qui est inacceptable. Il n'y a pas de statut de l'enseignement. Avant, chez nous, il y avait la notion de Cheikh de la Goule. C'était une notion importante dans la société traditionnelle. C'était le détenteur des savoirs. Il y avait une reconnaissance du savoir. Maintenant, il n'y a que la reconnaissance, je dirais, de la perte de valeur. En clair, sauf que la personne qui a étudié, qui s'est donné de la perte, c'est une perte de valeur qui touche aussi l'université. C'est pour ça que, en fait, c'est une véritable reconquête de toutes ces institutions auxquelles on doit se mener. Nous, notre programme porte sur ça. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas sur les petites mesures, 1% ici, 2% ici. Ça, c'est valable dans une économie qui fonctionne. Vous ne pouvez pas prendre des mesures de laboratoire
Quand vous êtes dans les laboratoires, vous faites une expérience, c'est dans un cadre fermé et tout, ça marche. Quand vous allez en plein air, l'expérience ne marche plus parce qu'il y a d'autres variables. Et bien c'est pareil, on ne peut pas faire changer l'économie sur quelques valeurs en laboratoire. Il faut un projet ample, une vision du souffle et surtout le faire partager aux citoyens algériens. C'est l'essentiel du programme. En parlant d'éducation, Mahassine nous demande, peut-on avoir votre avis sur la grève des enseignants? D'accord. La grève des enseignants qui devait avoir lieu, hein, moi je partage bon nombre de leurs revendications sur le statut, sur différentes choses, ça je suis totalement d'accord. Mais il faut être clair, les réponses d'ordre financier et autres ne pourront pas être aujourd'hui mises en place. Il n'y a pas d'argent. Le pouvoir ne veut pas changer la répartition des choses. C'est pour ça que ça ne peut faire partie que d'un plan plus vaste. Il faut embarquer les Algériens dans une vision de leur avenir. Il faut leur montrer comment on peut changer les choses. C'est à cette condition-là qu'ils sont prêts à se mobiliser et à faire face. Nous sommes un grand peuple. Nous avons fait face au colonialisme. Souvent, on vous cite le colonialisme. Et moi, je veux dire, et je veux redire, que nous sommes sortis vainqueurs de la lutte contre le terrorisme, bien évidemment, et surtout le colonialisme. C'est important. Ça veut dire que cette notion toujours d'être les victimes de l'histoire, il faut s'en départir. Lorsqu'il fallait vaincre, nous avons trouvé les ressources en nous, en tant que peuple. J'utilise le terme peuple cette fois-ci, parce que nous n'étions pas des citoyens, pour se mobiliser et aller contre ce qui était aujourd'hui inimaginable. C'est pour ça que l'effort qu'on peut demander aux Algériens aujourd'hui n'est rien par rapport à l'effort qu'ont fourni nos pères et nos grands-pères. Gardez ça à l'esprit, parce que c'est garder l'espoir en une Algérie différente. Kaizen nous dit « Nous sommes aujourd'hui une minorité par rapport à une majorité de citoyens qui effectivement veulent un changement, une amélioration, mais n'ont pas de conscience politique, ne s'intéressent pas, à part de suivre des clowneries de certains politiques et des scandales des autres. Le problème, selon lui, c'est comment inciter le citoyen à s'intéresser et se mobiliser politiquement. Donc c'est la question de l'engagement, et il y a plusieurs personnes qui sont en train de nous poser sous différentes formes la même question sur le live en commentaire. D'accord. Je disais préalablement que nous étions une société de défiance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en fait, aucun de nous ne fait confiance à l'autre. Quand vous arrivez aussi de faire quelque chose, je comprends quel mot là? La grande question. Vous êtes manipulé par qui? Nous, on est manipulé par personne. Hein. Ça, on vous le garantit. Et cette question-là, si vous voulez, pardon, c'est très intime comme conversation. Hein, c'est une question qui se pose à nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sans un minimum de confiance, nous n'arriverons pas à l'instaurer. Alors, comment faire pour que les Algériens se remettent à croire dans la politique? C'est sûrement pas par l'action de nos gouvernements et d'une partie de la classe politique. Et nous, Ibtikar, nous, on a adopté un autre chemin. Un chemin qui peut apparaître comme un détour, mais qui, à mon avis, est une ligne droite. Pourquoi? La citoyenneté. Lorsqu'on parle de la citoyenneté, c'est un concept assez flou. La citoyenneté, d'abord, elle passe par quoi? Par la prise de conscience et l'action sur son environnement proche, celui dont on a un peu confiance. Se mettre ensemble pour son quartier, pour son immeuble, pour des questions, je veux dire, d'environnement à côté de chez soi. On crée de nouvelles solidarités, on croit à l'action commune, on croit à la possibilité de faire. C'est pour ça que je dirais, je vais paraphraser Ibn Arabi. Ibn Arabi disait Inna al-tariqa li taddi al-mahibba, nous dirons Inna al-muwatana li taddi al-siyasa. C'est à travers cette prise de conscience et cette action citoyenne, et laquelle nous participerons, que nous espérons amener les Algériens à poser la question politique et donc à prendre en charge les rênes de leur destinée. Je pense qu'il y a des concepts forts vraiment à comprendre, à réinvestir, à s'approprier.
qui sont celui de la citoyenneté qui a disparu. Tout à l'heure, on a parlé du fait qu'on a un peuple qui a toujours su innover pour s'approprier et créer son propre avenir en dépit de tout ce qui a pu arriver, que ce soit colonisation, décennie noire. Aujourd'hui, ce qui est ressenti, ce que dit Kaizen, c'est cette impression qu'on a perdu non seulement cette confiance, mais notre capacité à mobiliser notre conscience pour agir, s'informer, être acteur dans son environnement, dans son pays. Et nous, notre mobilisation, l'action de Eptikad, c'est précisément de faire renouer l'Algérienne et l'Algérien avec la citoyenneté et avec la politique. Et c'est ça le chemin vers la démocratie. La démocratie, on l'a dit à plusieurs fois, ce n'est pas participer à des élections, ce n'est pas une urne. C'est un processus qui commence par tout un chacun. Nous, aujourd'hui, via ce média qui est Facebook, via le débat, la libération de la parole, la prise de conscience, l'échange, on est en train d'être acteur et de casser finalement cet état d'esprit de consommateur. On réclame des choses au gouvernement, on critique notre État, mais on se contente finalement d'observer et, comme on disait tout à l'heure, se rendre victime. Or, il est à nous de reconquérir démocratiquement et pacifiquement notre droit à être citoyen dans notre propre pays. Tout à fait. Je rajouterai quelque chose, c'est que la question des concepts, vous entendez manier des concepts, eux-mêmes sont en relation directe avec des actions simples. La citoyenneté, on dit c'est un gros terme, sauf que je viens de vous donner quelques exemples qui sont simples. Il ne faut pas avoir le fétichisme, les concepts. Là, c'est des choses qu'on peut véritablement faire sur le terrain et qu'on fait. Amina parlera plus tard de la question de notre stratégie numérique. Il y a une application dont elle parlera, je vais dire un mot, qui est celle de la mettre en réseau toutes les initiatives citoyennes, que vous soyez à Taman Rasset, à Borj Bouhariri, à Batna ou à Irilizan. Dès lors, on sait que les uns et les autres font des choses quelque part, on brise ce mur de la séparation et de la méfiance. Il faut que les Algériens se connaissent, se reconnaissent pour agir ensemble. Donc ce sont par des petites mesures de ce type-là qu'on va faire quelque chose. Et ça, c'est important. Ça prendra du temps. Mais soyons sérieux. La rente a fait que nous avons perdu la notion du temps. Rien ne se fait du jour au lendemain. C'est un long processus dans lequel il faut s'embarquer. Il faut s'embarquer maintenant, parce que le monde va vite, et parce que l'urgence est là. Donc, des mesures, je dirais, à court terme, et une ambition à long terme pour nous redonner l'espoir et les moyens d'avoir un autre avenir. Effectivement, nous, Mouvement Eptikad, avec vous, avec la contribution de tout le monde, on est en train d'explorer ce champ des possibles, de comment en fait utiliser de moyens innovants, que ce soit le numérique, sur le terrain, physique, le digital, pour informer, éveiller les consciences avec pédagogie, que ce soit autour des concepts, mais qui sont clés, qui sont finalement très terre à terre, sur c'est quoi la démocratie, comment on renoue avec, comment on la construit ensemble, mais aussi pour fédérer. Si aujourd'hui on est plusieurs à être dans cet exercice, c'est qu'on est plusieurs en Algérie et aussi à l'étranger, des Algériens qui avons des consciences, qui avons des initiatives, qui avons des volontés et des compétences, mais qui sommes aujourd'hui dispersés, où nous n'avons pas les outils pour agir. Et donc agir, une façon de fédérer, de mettre en commun les compétences, les initiatives, les énergies, pour les concrétiser en action efficace, d'où le fait qu'on veut fédérer toutes les initiatives démocratiques, qu'elles soient des associations, que ce soit des initiatives aussi personnelles, des individus qui veulent nous rejoindre, mais aussi en lien avec des partis politiques avec qui on est en dialogue ouvert. Le numérique pour nous est un des éléments qu'on mobilise.
Nous avons récemment annoncé lors d'une conférence de presse au mois de décembre le lancement prochain de notre plateforme qui est Mouatanatek. C'est quoi le concept aujourd'hui? C'est qu'on est beaucoup, on est plus de 65% d'Algériennes et d'Algériens à être connectés sur le territoire. On est, pour les moins de 35 ans, les jeunes, on passe en moyenne 4 heures sur nos téléphones mobiles à être sur les réseaux sociaux, à utiliser ces outils. Nous avons à portée de main un outil qui nous permet de communiquer entre nous, de casser toutes ces contraintes que le système met pour entraver notre capacité à nous engager, à agir, à réclamer nos droits, etc. Donc, on est en train d'explorer ces pistes-là avec le développement d'applications. On a parlé de Shabaka qui met en relation des initiatives, des associations, des personnes, non seulement pour leur donner de la visibilité, mais pour qu'elles puissent travailler ensemble et pour que l'Algérien puisse aussi s'engager plus facilement avec l'information, la confiance, etc. Nous avons aussi d'autres initiatives, d'autres applications qui sont Al-Marsad et Barlamani. Barlamani essaye de résoudre aussi via l'outil numérique la question de perte de confiance dans l'institution aujourd'hui qui est le Parlement, qui ne représente plus l'intérêt général. Donc ce que ça fait, c'est que ça représente la voix de tout un chacun, de tout citoyen. L'objectif, c'est précisément de casser ce manque de confiance pour recréer de la confiance. La troisième application, qui est le Marsad, permet d'informer, de participer à recenser tous les problèmes qu'il y a sur les chantiers publics, leur avancement, et nous permet de garder un œil et d'être proactif par rapport aux investissements publics. On en a parlé tout à l'heure, qui parfois non seulement ne créent pas de richesse, mais en détruisent. On ouvre des chantiers qu'on laisse à l'abandon. Parfois même quand ils sont menés jusqu'au bout, ils sont de piètre qualité ou ils sont détruits, etc. Donc ça nous permet de garder nos élus, notre gouvernement, notre État comptable et responsable. C'est finalement la matérialisation de notre pacte social. Tout à fait, tout à fait. C'est bien dit. Je rajouterai une chose sur le numérique qui est important, parce qu'on a parlé, Amina a parlé, de notre stratégie numérique, mais je vais aller plus loin, la stratégie d'un État en termes de numérique. La question de la data, de la donnée. En quoi ça peut être intéressant? Aujourd'hui, je vous donne un exemple. L'attribution des logements. On sait très bien qu'il y a toujours de la contestation. Si on arrive à mettre un processus numérique avec les données, avoir de la donnée, de la data sur ça, on sera capable de gérer ça, en tout cas d'avoir un regard sur ça, d'avoir les données qui sont importantes d'abord pour le bâti, mais également pour juger à chaque moment où il y a eu un dépassement. Un autre exemple, quand vous êtes dans une ville, Alger, Oran, nos grandes villes sont congestionnées. Quand vous avez un traçage numérique, vous savez à quelle heure, à quel moment, il y a le plus de trafic, à quel moment il faut réorienter le trafic et autres. Ça, c'est des questions de gestion de la cité. C'est toute cette donnée. Ça veut dire qu'en fait, le passeport biométrique, on parle de ça, il faut qu'il ne soit pas juste géré pour le sécuritaire, mais il faut qu'il soit aussi géré pour améliorer les processus économiques. Je parlais tout à l'heure de subventions. Si vous avez de la donnée, de la data sur ça véritablement disponible, vous pouvez mettre en place un système de subvention beaucoup plus performant. On nous a tous mis aujourd'hui dans l'algorithme avec les passeports numériques. Et bien que cette data-là ne soit pas juste gérée, pour nous surveiller, on n'a rien contre cela d'une certaine façon, mais il faut qu'elle nous serve aussi, pas qu'elle leur serve à mieux gérer notre cité, à mieux gérer notre pays. Mais tout ça aussi demande, puisqu'on parle de ça, aussi d'une institution d'éthique indépendante, que ces données-là ne servent pas juste à nous contraindre. Donc là aussi, dans notre projet, au-delà de la plateforme, la gestion du budget, la gestion de l'administration sera éminemment plus renforcée par l'usage de la data et du numérique.
Un autre exemple d'application, ce serait d'avoir des informations viables numériques que tout un chacun peut consulter en tant que citoyen. Le numérique, c'est vraiment la modernisation et surtout c'est la question d'efficacité qu'on a abordée tout à l'heure. Le numérique va bien au-delà de l'usage un peu profane qu'on en fait aujourd'hui, qui est on va commenter telle publication sur Facebook, on va regarder telle vidéo sur YouTube. C'est un vrai moyen de repenser l'exercice politique finalement et l'efficacité des institutions et des instances politiques. Totalement, je pense que c'est le but premier de l'utilisation, de la mise au service du numérique pour un projet démocratique, et qui soit bien évidemment efficient du côté économique. Je pense que c'est pour nous cet outil-là qui dépasse bien évidemment le cadre d'Ipticar. Et ça fait partie de notre stratégie. On a quelques questions encore. On a encore quelques questions. Vous avez posé beaucoup de questions, donc on ne pourra pas y répondre à toutes, mais les prochaines sûrement. Quelle place aujourd'hui pour l'Algérie dans le monde, puisqu'on parle de révolution numérique, puisqu'on parle... ça ne concerne pas que l'Algérie. L'Algérie s'inscrit dans un changement qui est international. Pour rappel, en ce qui concerne le numérique, depuis quelques années, c'est inscrit, le droit à se connecter, à avoir accès à Internet est désormais un droit humain reconnu par l'ONU. Totalement. La question de la place de l'Algérie dans le monde, c'est bien cela. Hein. D'abord, je vais commencer par quelque chose, par un récapitulatif sur les dernières décennies. À partir de 62 et même avant, nous avions un discours qui mobilisait les Algériens, bien évidemment, mais un discours qui était porteur à l'international. Nous avions quelque chose à dire au monde. Nous avions des valeurs à proposer au monde. Celles de la liberté, de la dignité, de l'espérance. Aujourd'hui, le pouvoir n'a plus rien à dire à l'Algérie, aux Algériens, aux citoyens et bien évidemment au monde. Nous n'avons plus cela, il faut reconstruire. Et ça recommence déjà par un message aux Algériens. Reconstruire une espérance, mettre en place un soft power, reprendre sa position en termes, je dirais, de discours déjà. Nos voisins ont un discours vis-à-vis de l'Afrique concernant l'économie. Nous n'avons même pas valorisé en termes de discours la question sécuritaire qui a pu être gérée. Nous avons même l'effacement de la dette africaine, au pays africain, est passé comme une lettre à la poste. Ça aurait pu être pour nous un élément de stratégie économique, de diplomatie économique. Non. Maintenant, sur notre participation au monde, nous étions partie prenante en tant que, je dirais, comme intermédiaire dans la question palestinienne, au Liban, au Yémen, en Afrique, en Angola et ailleurs. Nous étions des acteurs. Nous ne sommes plus des acteurs. Nous sommes au mieux des spectateurs. Nous sommes muets en interne et en externe. Il va falloir nous reconstruire, il va falloir adapter, prendre en charge des problématiques internationales. Il y a des choses à faire sur différents plans. On pourra consacrer un live à ça. Mais reconquérir notre position, c'est d'abord reconquérir à travers un projet les Algériens. C'est important d'avoir quelque chose à dire aux Algériens. Philippe nous dit, quel avenir pour les relations franco-algériennes? Une excellente question. D'abord, encore une fois, le détour par l'histoire, parce que ça explique certaines choses. Nous avons une histoire partagée avec la France. Une histoire qu'on a dû subir, nous, Algériens. Nous avons été traités même pas comme des citoyens de seconde zone, je veux dire comme des non-citoyens. On nous a enlevé notre liberté, notre culture, notre économie. C'est une réalité. Mais n'oubliez jamais qu'en 62, nous avons gagné.
Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que nous refusons la position de dominer. Je refuse de faire de la France la référence en tout. Non. Le monde est vaste. Le numérique, on en a parlé, permet de se connecter, d'avoir d'autres références, d'autres modes de pensée. Oui, la culture française est intéressante. Je parle en français, nous parlons en français également. Mais nous ne sommes pas français. Nous défendons nos valeurs. Ne confondons pas. La France est un partenaire aujourd'hui. Oui, c'est un partenaire économique. Ça a été notre partenaire économique le plus important en termes de commerce international et même d'investissement. La Chine la dépasse. Aujourd'hui, moi je suis pour la refondation de relations franco-algériennes ou algéro-françaises sur une base d'égalité. Une base d'égalité. Une base où nous sommes reconnus, nous nous reconnaissons comme des partenaires égaux. Et non plus dans une forme de domination soft, qui voudrait dire son nom ainsi. C'est important. Et sur les questions historiques et identitaires, elles ont leur importance. Mais ce qui nous intéresse également, c'est l'avenir. C'est expliquer à nos partenaires économiques, en l'occurrence la France, que c'est bien de nous vendre des choses, mais que leur entreprise vienne investir chez nous. Et que pour les investisseurs étrangers, on puisse mettre en place, comme ça a été fait en Tunisie, d'abord de trouver parfois des partenaires locaux, deuxièmement de pouvoir former le management et dire dans 5 ans vous avez 80% de votre management, algérien, voilà, et mettre ça. Les grandes compagnies qui viennent pour des grands chantiers, on leur demande de créer une école de formation. Vous, dans le BTP, je suis toujours horrifié de voir des Chinois construire à notre place. Qu'il y ait des centres de formation payés par ces entreprises à qui on paye très cher les autoroutes et les chantiers. On les oblige à investir. Que les compagnies françaises, celles qui travaillent beaucoup en Algérie, mettent en place des écoles de formation. Que nos jeunes et nos moins jeunes puissent avoir une formation de qualité. Je vous ai dit, l'efficience économique passe par l'intégration des normes de production. Aujourd'hui, malheureusement, quand vous essayez de construire en Algérie, vous n'avez pas un vrai maçon, un vrai plombier, un vrai chef de chantier. Ça devrait participer à notre développement. Mais ça, ce n'est possible que si nous avons des relations, je dirais, véritablement pérennes et d'égalité. Donc la question de la France, moi je ne l'évite pas. Bien au contraire, je la pose. Non à la centralité de la France dans nos références, oui à la mise en place d'un partenariat équilibré qui soit profitable aux uns et aux autres dans le respect et la non-ingérence des uns et des autres. C'est simple. Nous sommes une nation indépendante et nous désirons le rester. Voilà. Ni plus ni moins. Et la France est un partenaire comme un autre. Et soyons sérieux. Il ne faut pas attendre de la France qu'elle vienne faire des pressions sur le gouvernement pour que ce soit une démocratie. Il n'y a que nous qui arracherons ça. Un pays étranger qui s'appelle la France, les États-Unis, la Russie, la Thaïlande, a 2 intérêts. 1. Sanctuariser ses intérêts économiques. Continuer à vous vendre tout et n'importe quoi. Et bien, deuxièmement, la question sécuritaire. Entre la France et nous, il y a peu de distance. Notre communauté en France est importante. La France est intéressée à la sécurité, et plutôt à la stabilité de ce pays, de notre pays, quel que soit le prix. Et même si ça doit être au prix de nos libertés à nous et de notre démocratie. N'attendons rien d'elle de ce côté-là, à nous de nous donner les moyens d'y arriver. Plus de politique d'assister et je dirais de dominer. À nous de reprendre en main les rênes de notre destinée. Une question... Et pour revenir à notre destinée, une dernière question qui concerne le mouvement Iptika, qui nous concerne nous en particulier.
C'est Kamel qui nous dit, c'est quoi la stratégie du mouvement Ibtikal pour le déploiement sur le territoire algérien? Nous, d'abord, il faut dire les choses. Compte tenu des contraintes de la loi algérienne, je vous ai dit, cette loi ne libère pas, elle nous contraint. Aujourd'hui, être une association ou un mouvement ou autre en Algérie, nous ne donnerons pas l'agrément. Donc, on est comme bien de partis non agréés ou d'associations, on est sous, je dirais, la menace du pouvoir. Ils tolèrent ce qu'on peut faire, et puis le lendemain, on ne peut pas faire. La preuve, notre conférence de presse, on a été à Alger, on a été dans l'obligation de la tenir dans un lieu privé. Une question que vous me posez souvent, où est votre siège? Nous ne pouvons pas avoir de siège puisque nous ne sommes pas légalement dans la loi algérienne. Il faut que ça soit clair. Par contre, nous nous déployons. Nous nous déployons à travers l'Algérie. De Annaba, Constantine, Batna, Sétif, il y a sur le territoire des noyaux, je dirais, des cellules de militants d'Ibtikar. Pour ma part, dans quelques jours et quelques membres d'Ibtikar, j'irai à Oran, à la rencontre des adhérents et des sympathisants. Des amis et des sympathisants d'Ibtikar. Et des curieux. Totalement. J'y serai pour répondre aux questions, pour continuer à structurer cela. C'est important. Mais nous sommes également ailleurs dans le monde, parce que la question des Algériens ailleurs est importante. Nous en aurons besoin également, de par leur expérience. L'Algérie va avoir besoin de tous ses enfants. On ne va pas s'arrêter à cette constitution qu'il faudra changer, qui fait des Algériens de l'étranger des citoyens de seconde zone. L'Algérie a besoin de tous ses enfants. Et bien là, nous sommes en train de structurer, je dirais, Ibtikar Canada. Notre communauté est importante et nous voulons être là où les Algériens sont. Et juste quelque chose, souvent on nous dit, mais vous êtes un mouvement élitiste. L'intelligence, oui, mais l'intelligence sans l'engagement de tous, parce que le projet que l'on veut bâtir est un projet inclusif, il concerne tous les citoyens. Il ne faut pas s'arrêter, je veux dire, à comment on le dit, mais quelle réalité il va avoir pour les uns et les autres. C'est ça la grande question qui se pose à nous. Et je pense qu'il y a une autre question sur 2019 et sur... Exactement, voilà. On nous dit, c'est quoi votre positionnement, votre posture par rapport au présidentiel 2019? Et au passage, Brahim tout à l'heure commentait, alhamdoulilah, il y a Internet. Donc on lui dit oui. Concernant la présidentielle 2019, c'est Hamid qui a posé la question. Oui. Vous qui construisez une alternative, un système au système, estimez-vous que vous allez vous impliquer dans les présidentielles 2019? Et sous quelles conditions et quelle forme prendrait votre implication? D'accord. Je sais que pour beaucoup, 2019 est, je veux dire, un horizon indépassable. J'aurais bien voulu que 2019 puisse régler la crise, j'en suis pas convaincu. Ceci dit, nous nous impliquerons, nous prendrons nos responsabilités, bien évidemment, mais il y a un préalable à cela. Il y a un préalable que je vous ai cité, c'est celui de la convergence de l'ensemble des forces, en tout cas de la majorité des forces démocratiques, pour peser. Si nous ne sommes pas capables, non pas juste de désigner une candidature unique, ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'avant la candidature unique, encore faut-il qu'il y ait convergence sur les objectifs. Nous ne pouvons pas faire comme seul objectif la chute de ce pouvoir. Avoir comme seul objectif la chute de ce pouvoir, c'est adopter la logique du pouvoir, une logique à court terme. Moi, je considère, je suis partisan, je suis acteur d'une coalition positive. Que veut dire une coalition positive? C'est une coalition qu'il y a au minimum des objectifs, une liste d'objectifs communs après cela. Les Algériens, et c'est pour ça que je parlais de l'opposition au-delà
du personnel politique classique, habituel, ancien. Et il faut qu'il y ait véritablement que nous embarquions les Algériens vers une vision de l'avenir. Sinon, on a peu de chances de les embarquer et donc d'arriver à autre chose. À nous de le faire. Il suffit maintenant de réduire la question à la désignation d'un homme providentiel. Même la question, je dirais, de la transition, elle doit être pensée avant. Si nous sommes dans une transition, que demandons-nous? Combien de temps doit-elle durer? À quelles conditions? Si c'est juste pour désigner quelqu'un, ça c'est simple. Donc toutes les sorties qui voudraient dire « venez autour de moi et on va faire » ne peuvent pas fonctionner. Nous nous sauverons ensemble ou personne ne nous sauvera. Une personne ne nous sauvera pas. Donc l'implication, elle sera, je prendrai mes responsabilités lorsque le temps viendra, mais aujourd'hui, le temps est encore à la construction de la confiance, au partage du projet, et c'est là qu'on est en capacité de changer les choses. Si c'est juste pour s'embrasser et dire on a un candidat commun, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est finalement c'est la fin du processus et ne pas son début. Nous sommes, comme tu l'as si bien dit, c'est comme la question du vote. C'est la fin d'un processus et non pas le début d'un processus. Gardons la logique et les méthodes. On a trop fait n'importe quoi dans ce pays-là pour continuer à faire n'importe quoi et nous n'avons plus les moyens de faire n'importe quoi. Que chacun prenne ses responsabilités. Nous prendrons les nôtres, et bien que chacun puisse prendre les siens. On va conclure notre live. Vous avez été plusieurs à me dire que vous avez eu des coupures. C'est pas lié au live, c'est lié à la qualité de la connexion internet. Donc désolé, c'est un problème que nous connaissons tous. Notre prochain live, nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines à 19h30 comme d'habitude maintenant. Le 31 mars donc. Mais avant ça, la semaine prochaine, on vous invite à un autre live, celui de la diffusion en direct d'une conférence débat autour précisément du numérique et comment il peut être un outil au service de la démocratie et de la citoyenneté. Ce sera diffusé en direct de 14h30 à 17h. Soyez au rendez-vous. On nous prendra en direct, comme d'habitude, vos questions. Vous pouvez nous envoyer bien avant. Merci encore d'avoir été aussi actifs, d'avoir posé toutes ces questions. En note, pour celles à laquelle on n'a pas répondu, on les note pour le prochain live. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre engagement. Et ensemble, pour une Algérie meilleure, on y arrivera. Voilà, je conclurai par juste un mot. Partageons le projet, partageons la confiance. Et c'est à ces conditions-là, minimales, que nous pourrons avoir une action, je veux dire, qui donnera ses fruits demain. Qala khair, à bientôt et on vous salue, Inch'Allah.